Monsieur le Président de la Fédération nationale des Scouts, cher Michel, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames, Messieurs les techniciens, Mesdames, Messieurs les représentants des différents partenaires de ces rencontres nationales, permettez-moi, au nom des élus du syndicat mixte du Scout du Grand Nevers, de vous souhaiter la bienvenue dans notre ville. J'ai plaisir à vous accueillir tous qui venez des quatre coins de la France, voire de plus loin de certains territoires, et je voulais saluer notamment nos collègues réunionnais que j'ai eu l'occasion de rencontrer hier, qui sont sans doute ceux qui viennent le plus loin, mais avec plaisir. Et puis nous vous accueillons dans cette salle de la Maison de la Culture qui a été bâtie en 1971 au bord de la Loire, et nous espérons que cet accueil vous permettra de découvrir également quelques-unes des richesses de notre territoire, puisque vous êtes un grand nombre à n'avoir jamais forcément mis les pieds à Nevers, c'est donc une autre satisfaction. Tout d'abord, souligner la qualité de nos équipements, et à commencer par le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui. Ce sont des atours que nous essayons de revaloriser. En tout cas, ils cachent un certain nombre de richesses, et j'espère que vous êtes confortablement installés, mais ça semble être le cas. Ce soir, vous découvrirez un équipement sportif de niveau national, puisque vous serez pour la plupart présents à la soirée de gala, organisée dans les loges du circuit de Nevers-Magnicourt, la commune de Magnicourt n'étant pas encore dans l'agglomération, mais nous y travaillons à un mariage de nos deux intercommunalités. Je voulais saluer bien évidemment les maires et élus donc de Magnicourt et notamment Sainte-Parise-au-Châtel et plus communément de la communauté de communes Loire-Allier, et rappeler que ce circuit de Nevers-Magnicourt est le seul circuit homologué à ce jour pour la Formule 1 en France, même si nous n'avons plus de Grand Prix national. Et pour les amateurs de sport automobile, j'ai le plaisir de vous indiquer que parmi vous, 8 d'entre vous seront tirés au sort et ils auront la chance d'effectuer un tour de circuit dans 2 voitures de sécurité qui sont conduites par des pilotes expérimentés. À midi, nous nous dirigeons juste à côté dans un bâtiment qu'on appelle la Maison des Sports, qui est en cours de rénovation à mi-parcours sur 3 années, donc nous sommes à peu près 1 an et demi. Ce bâtiment est donc désormais équipement communautaire, la Maison des Sports restant, elle, équipement municipal. Et puis attirer votre attention sur la qualité, je l'espère, de notre gastronomie et le talent de nos cuisiniers qui seront soumis à votre appréciation lors des repas qui vous seront servis à midi, aujourd'hui, demain, et également ce soir, et ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir, certes avec modération, même s'il y a des bus, quelques vins élevés non loin d'ici et que certains ont déjà pu tester hier soir. Vous pourrez même d'ailleurs acheter quelques bouteilles au moment du déjeuner, on a pensé à tout. J'espère que vous prendrez le temps de découvrir quelques-unes de nos richesses patrimoniales lors des visites qui vous seront proposées ce soir avant la soirée de gala et pour lesquelles il reste d'ailleurs encore quelques places. Vous pouvez vous inscrire auprès des hôtesses à l'accueil. Le SCOT du Grand Nevers comprend l'agglomération de Nevers, 12 communes aujourd'hui, bientôt 13 en 2017 avec l'arrivée de la commune de Parigny-les-Vaux, et je salue son maire qui est présent, Jacques Mercier, et 5 autres établissements publics de coopération intercommunale, les communautés de communes des Amognes, celles des Bertranges à la Nièvre, du Bon Pays, Loire et Allier que j'ai cité tout à l'heure, Fil de Loire, dont je salue les présidentes, présidents et les élus présents aujourd'hui. Le SCOT du Grand Nevers, c'est aussi un projet dont nous finalisons la, si je puis dire, réélaboration pour la fin de cette année, après une annulation en 2015, une déconvenue que quelques-uns d'entre nous ont connue, notamment pour un problème plutôt de forme. Le SCOT du Grand Nevers, c'est également une démarche de rassemblement avec les collectivités voisines qui n'ont pas encore engagé l'élaboration de leur SCOT. Et je salue également au passage leurs représentants présents aujourd'hui, particulièrement intéressés. Cette démarche va nous confronter à de nouveaux défis, de nouvelles perspectives, de nouvelles approches. Elle permettra en tout cas de confirmer notre capacité à travailler ensemble, à construire un meilleur cadre de vie tout en valorisant les atouts de notre territoire. Nos réflexions permettront de définir à terme une vision renouvelée du Grand Nevers, intégrant de nouvelles dimensions et de nouvelles échelles dans un périmètre logiquement élargi. Tout comme l'intercommunalité, la vision commune et le consensus sont, me semble-t-il, les véritables outils pour préparer nos territoires et notre département aux grands bouleversements de demain. Vous voyez qu'ici aussi, les sujets et les questions qui vont être abordés au cours de ces 2 journées nous préoccupent et en tout cas agitent, si je puis dire, notre territoire. Alors certes, nous changeons tous d'échelle depuis la réforme territoriale voulue par le gouvernement à travers notamment la loi NOTRe,
des métropoles, des vastes régions, des intercommunalités qui montent en puissance. Et plus que jamais, dans un monde aujourd'hui en mouvement, nous devons donc voir loin et voir large. La vision prospective que permet l'élaboration des schémas de cohérence contribue à l'élargissement de nos perspectives. En tout cas, et nous le verrons nécessairement pendant ces 2 journées, le SCOT est un lieu de débat où l'on fait de la pédagogie, où l'on fait avancer le sentiment d'appartenance à un territoire plus large que celui de la commune, voire de l'intercommunalité. Il nous permet d'être dans une posture de coopération et non plus dans des attitudes de concurrence ou de contradiction, et cela permet parfois de transformer les voisinages difficiles en amitiés bien comprises. Les Scots ont grandi. En un peu plus de 15 ans, ils ont gagné en maturité et fait naître des projets de territoire plus aboutis, poussés par la loi, mais surtout grâce à la volonté des élus locaux. Et je les qualifierai en quelque sorte, ces Scots, d'incubateurs des collectivités de demain. En 2017, l'ensemble du territoire national sera donc concerné par les restrictions de constructibilité. Cette réforme va pousser de nombreux territoires à s'engager dans l'élaboration de leur SCOT. Ce sera sans doute partout une chance à saisir pour les élus et de nouveaux défis à relever pour les Scots. Les questions qui fondent le thème de ces rencontres, la défense du rôle fondamental des Scots dans l'organisation territoriale, nous les exprimons sans doute ici même pendant ces 2 journées. Madame Emmanuelle Cos, ministre du Logement et de l'Habitat durable, nous fera cet après-midi l'honneur de sa présence et nous écouterons avec attention le message qu'elle viendra nous délivrer. Ces rencontres nationales constituent toujours un temps fort pour les Scots et leurs partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Et je tiens à remercier bien évidemment la Fédération nationale des Scots et tous ceux qui, à Nevers et ailleurs, ont préparé et organisé ces journées. Il est nécessaire que les Scots restent unis pour que leur voix se fasse entendre. Ces rencontres seront certainement l'occasion de partager nos expériences, nos points de vue, afin de renforcer encore les messages que nous transmettons à nos partenaires. La Fédération des Scots joue un rôle important pour porter ces messages et j'encourage ceux qui ne l'ont pas encore rejointe à le faire. J'espère que ces rencontres à Nevers feront date, tant par la richesse des débats qui nous attendent que par la qualité de l'accueil que nous vous réservons. Je vous souhaite en tout cas de riches échanges et débats durant ces 2 jours et un excellent séjour à Nevers et dans ses environs. Merci. Merci, merci Denis, merci pour ton accueil. Je voudrais saluer bien sûr l'ensemble des élus qui sont ici présents, saluer également les directeurs, les techniciens et agents de SCOT, saluer aussi bien sûr tous nos partenaires et à vous tous, chers collègues, vous dire tout le plaisir que j'ai à vous retrouver comme maintenant depuis un certain nombre d'années. Mais avant tout, je voudrais adresser des remerciements au maire de Nevers, président de Nevers Agglomération, président du SCOT du Grand Nevers. Merci, et au travers vous, Denis, je voudrais remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour rendre les jours à venir possibles. Votre équipe au sein du SCOT, mais également l'Office de tourisme de Nevers, bien sûr la ville, l'agglomération et la Maison de la Culture où nous sommes accueillis aujourd'hui. Alors, je suis certain, comme il est de tradition dans nos rencontres nationales, que si vous nous offrez un cadre idéal de travail et de réflexion, vous saurez également, et on a déjà eu un avant-goût hier soir, nous faire partager la douceur de vivre et la convivialité nivernaise. Aussi, je tenais, par anticipation, mais déjà pour ce qui a été fait, à vous remercier, à te remercier très sincèrement et du fond du cœur. Merci pour cet accueil. Nous voilà donc une nouvelle fois réunis pour nos désormais traditionnelles rencontres nationales des Scots. 11e édition, dont il me revient le plaisir toujours renouvelé d'ouvrir les travaux au nom de notre fédération. Chers amis, en septembre de l'an dernier, lorsque, avec mes collègues du conseil d'administration, le choix du SCOT d'accueil s'est porté sur la candidature de Nevers, il faut dire très bien défendue par David Panier, nous avons fait deux paris. Le premier de ces paris était on ne peut plus involontaire.
c'était de réussir à vous faire braver la grève des transports, pour vous rendre au cœur de la France. Et comme toujours, nous avons pu compter, malgré cette difficulté, sur votre motivation, sur votre fidélité. Et vous êtes près de 350 inscrits ici ce matin. Et je pense que ce premier pari a été relevé grâce à vous et à votre détermination. Le second pari était un choix, lui, délibéré et voulu. En venant au centre de la France, dans une ville charmante, adorable, que nos géographes qualifient aisément de moyenne, notre pari est celui de donner corps à un sentiment. Le sentiment que les Scots ne sont pas, en tous les cas, ne sont plus un fait urbain. Les Scots, après 15 ans d'exercice et à l'heure de leur généralisation, sont désormais un fait territorial. Cela fut notre conclusion à Rouen, vous en souvenez. Faire un SCOT, c'est faire plus qu'un document juridique. Faire un SCOT, c'est avant tout inscrire une démarche politique innovante dans un territoire souvent novateur. Faire un SCOT, au-delà de nos particularités respectives et de nos approches différentes, c'est avant tout se placer au cœur des territoires. Le titre de notre 11e rencontre était ainsi tout trouvé. S'interroger sur le SCOT au cœur des territoires, est le fruit des échanges que nous avons pu avoir avec nombre d'entre vous. Cette analyse d'un SCOT plus acteur territorial que produit juridique a peu à peu émergé à travers un sentiment, puis un constat empirique qui, s'ils étaient diffus et presque éthérés, n'en étaient pas moins prégnants et partagés. C'est pour mettre des mots sur cet ADN territorial des Scots que notre fédération a lancé, dès 2015, sa première étude de recherche-action Scott et territoire, territoire avec un S. Quels acquis, quelles perspectives? Le terme recherche-action n'a pas été un vain mot. Cette étude, qui était une première, et par son ampleur et par son sujet, s'est dans un premier temps appuyé sur des chercheurs universitaires. Autour d'Alain Faure, du laboratoire CNRS Pacte, des chercheurs qui certes cherchent, et dans notre cas cherchent bien, et qui ont même parfois poussé leur impertinence jusqu'à nous chercher. Une recherche universitaire qui, par sa capacité à conceptualiser, nous a amené à nous interroger, parfois jusqu'à nous déranger, dans un exercice de distanciation auquel les élus et techniciens, trop souvent le nez dans le guidon, ont peu l'habitude de s'astreindre. Dans un second temps, et c'est à notre sens la force de cette étude, nous avons voulu, autour de Martin Vanier et le bureau d'études coopératives Acadie, faire de cette recherche un motif d'action en allant au plus près de la réalité et du terrain. C'est d'ailleurs une constante de la FédéScot, essayer de préserver et d'être une fédération au plus près du terrain et éviter que la proximité des ministères nous éloigne de la réalité de ses adhérents. Mais vous le savez, ce n'est pas le cas, mais quand même, soyons attentifs. Ainsi, pendant presque un an de débats, de rendez-vous, de rencontres territoriales, l'étude est allée au-devant des acteurs de SCOT. En mariant monde de la recherche et monde du terrain, les conclusions de cette étude sont étonnantes et parfois détonnantes. Ces conclusions seront le fil rouge de nos rencontres dans les 2 jours qui vont suivre. Vous avez d'ailleurs pu voir dans vos mallettes la synthèse de cette étude publiée pour ces rencontres. Je vous encourage, au-delà de nos débats, à lire également sa version intégrale, déjà disponible sur notre site Internet. Pour débattre avec vous de cette étude, nous avons découpé notre programme en 3 temps. Le premier temps vous proposera de répondre à cette question qui nous traverse. Au fond, qui sommes-nous ? Après 15 ans d'exercice, l'âge de la crise d'adolescence, diront certains, la question de notre identité n'est pas vaine. L'affirmation d'un rôle des Scots dans nos territoires passe aussi par l'affirmation de notre identité. Elle nous semble
un gage de notre unité et donc une meilleure prise en compte de nos SCOT dans l'ensemble des échelons de la décision, tant au niveau de chacun de nos territoires qu'au niveau national. Ainsi, alors que la généralisation des SCOT s'amorce, cette nécessité de faire le constat d'une identité s'impose. Affirmer une identité ne signifie pas nier ou réduire nos différences, aussi réelles et certaines que chaque SCOT est le produit d'un contexte politique et d'un contexte géographique spécifique. Lors de ce premier temps de débat, il s'agit plutôt de dépasser cette différence pour pouvoir ensemble affirmer une conjointe appartenance et un destin commun. L'étude SCOT Territoire propose pour cela deux outils, celui d'un récit des SCOT et celui d'une boussole des SCOT. Nous en débattrons ensemble au cours de cette matinée. Puis cet après-midi débutera par une seconde question qui émerge presque comme une conséquence logique de la première. Si nous commençons à affirmer notre identité, comment nos partenaires la reconnaissent-ils? En bref, qu'attendent-ils de nous? Une question d'une actualité d'autant plus grande que nous assistons depuis plusieurs années, et encore plus depuis la loi NOTRe, à un véritable chambardement territorial, redistribuant les périmètres, les outils, les compétences de l'aménagement du territoire entre État, région, EPCI. Quel rôle et quelle place? Quelle liberté, quelle responsabilité pour les SCOT dans ce nouveau mécano de l'aménagement territorial? Cette table ronde de l'après-midi sera d'ailleurs conclue par un discours de Madame Emmanuelle Cos, ministre du Logement et de l'Habitat durable. Viendra ensuite notre troisième temps. Si nous savons mieux qui nous sommes et ce que nos partenaires attendent de nous, quel est notre avenir? C'est ce que notre étude appelle l'âge 2 des SCOT, tant ses conclusions appellent à repenser les SCOT. Doit-on repenser nos échelles entre PLUI et SRADET pour plus d'interterritorialité? Doit-on repenser notre droit, source de notre force opposable et origine de notre lourdeur juridique, pour plus de projets? Doit-on repenser notre façon de fonctionner? Autant de questions auxquelles nous essaierons collectivement d'apporter une réponse en écoutant tant les techniciens au cœur de la machine que des acteurs privés de l'aménagement, trop souvent à l'extérieur de la dite machine. Qui sommes-nous? Qu'attend-on des SCOT? Comment penser notre avenir? Vous le voyez, notre programme est riche et les questions sont nombreuses. Pour y répondre, nous avons voulu que ces rencontres nous interrogent tous, tant en tribune que dans la salle. Et vous avez d'ailleurs sûrement vu dans vos mallettes un carton noir et blanc. Il ne s'agit en aucun cas de régler la mire de notre régisseur vidéo, mais de pouvoir ensemble contribuer au débat. Ainsi, tout au long de nos échanges, nos animateurs effectueront des sondages instantanés en blanc ou en noir pour que vous puissiez exprimer votre point de vue, votre sentiment, votre acquiescement autant que votre désaccord. Ils reviendront vers vous pour vous questionner et ainsi vous questionner tous ensemble. Nous avons réellement voulu que ces rencontres soient un lieu d'expression et de débat. Pour organiser cet échange, je vous présente, s'il est nécessaire, nos animateurs. Beaucoup d'entre vous les connaissent même bien. Il s'agit d'une part d'Alain Faure, revenu du Japon après 5 mois de travail et de méditation là-bas, que nous sommes très heureux de retrouver, même si nous avons été en contact malgré la distance. Il s'agit d'Alain Faure, je l'ai dit, et de Martin Vanier. Ils sont les chevilles ouvrières de l'étude, recherche-action, pour le laboratoire Pacte et pour le bureau d'études Acadie. Nous avons pensé qu'ils étaient sûrement les mieux placés pour vous présenter, bien sûr, cette étude et ces questions que nous vous posons. Et nous sommes certains qu'ils sauront vous interroger, vous bousculer avec la même force, la même justesse qu'ils ont su le faire tout au long de la rédaction de l'étude SCOT et Territoire.
Alors, je leur laisse la parole et je compte sur votre participation active et sur votre pertinence ou impertinence. Excellents travaux au cours de ces 2 jours, bon débat, et nous allons démarrer immédiatement en donnant la parole donc à Martin Bagné et à Alain Faure. Merci. Merci, Monsieur le Président. De l'indulgence pour les animateurs dont ce n'est pas le métier. Alain Faure est en réalité, il n'est pas vraiment directeur de recherche au CNRS, il est plutôt opérateur touristique en Asie orientale. Mais pourquoi tu le dis? C'est énervant, ça commence très mal. Et moi, personnellement, je ne suis plus du tout professeur d'université. J'anime un site de rencontre entre collectivités territoriales. Il s'appelle interterre.org. Donc, bon, on va faire ce qu'on peut faire en termes d'animation, en essayant de respecter quand même tous les codes de l'exercice. Et parmi eux, l'invitation à la représentation politique de notre sujet. Donc, si vous voulez bien, Madame Jacqueline Sélignan, présidente du SCOT Bugey Côtière Plaine de l'Ain, de nous rejoindre pour cette matinée, suivie de Monsieur Jean-François Husson, président du SCOT Sud 54, c'est-à-dire Sud Meurthe-et-Moselle. Je vous en prie, installez-vous confortablement parce que vous êtes là pour toute la matinée. Donc, on tient beaucoup à ce que vous soyez parfaitement accueillis. Monsieur Christian Calvez, vice-président du pôle métropolitain du Pays de Brest, qui est en charge du SCOT et de l'habitat, et Monsieur Alain Péréa, vice-président du Grand Narbonne, également en charge du SCOT, qui remplace aimablement Madame Sylvia Barthélémy. Voilà, ça c'est nos... Alors on aurait pu avoir beaucoup plus de présidents et de présidentes, mais de toute façon, comme on va travailler avec vous tous, et qu'on va aller vous chercher, et voilà, il y a ceux qui sont là et ceux qui sont là, mais ça change pas grand-chose. Bien, alors la première séquence s'intitule donc le récit. Nous sommes tous très impatients de savoir ce que le politiste veut dire, le politiste qui est à ma droite, veut dire dans cette invitation au récit. Et donc nous allons commencer par ce thème qui aurait pu se situer aussi à la fin, peut-être, de nos rencontres, mais Alain Faure est chargé de mettre le couvert en 10 à 15 minutes, ensuite de quoi le débat va s'installer, vous verrez comment, c'est une surprise. Alain Faure. Merci Martin. Bonjour à tous. L'an passé, j'étais à Rouen au RNS avec vous, mais j'étais dans la salle. L'enquête commençait, j'étais là pour prendre la température. Et moi, mon métier, c'est d'essayer de comprendre comment des groupes se saisissent de questions collectives. Et donc, j'étais venu voir quelle était la tribu des Scots, comment ça fonctionnait. Tout de suite, j'ai vu qu'il y avait plusieurs tribus, ou qu'il y avait une tribu avec plusieurs castes, c'est-à-dire qu'il y avait des mondes différents, mais qui s'entendaient très bien. Il y avait les élus, le monde des élus, le monde des technos, le monde des amis de la famille, des gens qui travaillaient avec les Scots, et j'ai vu que c'était presque... Alors, c'est le sociologue qui parle. Sociologiquement, ce n'était pas les mêmes. Il y avait des façons de s'habiller, des façons de parler, des façons de raconter le Scot. Et moi, j'étais venu pour essayer de comprendre cette question existentielle qui a été posée par le président, qui vous êtes. Et j'ai eu tout de suite énormément de mal à entrer dans cette question, de savoir qui vous étiez, parce que il y avait un double discours très troublant. Il y avait un discours de l'entre-soi complet, c'est-à-dire que vous parliez tout de suite de vous et de ce que vous faites. Donc on aurait pu dire c'est facile, on va tout de suite trouver leur identité. Et dans le même temps, il y avait un discours de l'extrême diversité. Vous commenciez tous votre phrase par « mais moi je vous ai expliqué parce que c'est pas exactement pareil et je vais vous expliquer pourquoi ». Et donc, il y avait un dialogue qui s'est mis en place et je me souviens, vous êtes pour ceux qui étaient là l'an passé, de l'animateur qui pédalait un peu parce que lui, il voulait toujours faire des montées en généralité, il voulait partir sur des grandes idées, montrer que la fédération, elle avait... Et vous n'entriez jamais dans le cadre, vous refusiez d'entrer dans cette discussion et la discussion était difficile. Et pour moi, ça a tout de suite été le premier élément, un élément fort. Je me suis dit, tiens, c'est pas avec les mots qui nous disent... Le mot Scot apparaissait finalement pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup des Scots, finalement. Toute cette tribu a une forte identité, a un fort dynamisme. J'en avais beaucoup plus appris dans les repas entre les séances que pendant les séances sur ce que vous étiez, parce que là, vous vous livriez beaucoup plus. Et pour moi, c'était un sujet... Tout de suite, ça m'a interpellé parce que, du coup, il y avait un défi.
il y avait un défi sur comment on raconte les Scots à partir de gens qui ne parlent jamais des Scots, qui parlent toujours d'autre chose, ou de leur nombril, ou de leur bonheur à être ensemble, ou de leur partenariat, mais qui ne parlent pas de l'objet. Quand je dis nombril, c'est pas du tout critique, parce que moi, une de mes théories, je travaille sur les passions en politique, c'est que la politique, c'est d'abord des passions, c'est d'abord des émotions, et ça vient de très profond. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la politique par hasard, et on en fait sur des bases très lourdes, même si il y a beaucoup de mousse autour. On s'est tourné vers la littérature. On s'est tourné vers la littérature avec notamment Benoît Dugas, un membre de l'équipe. Où est Benoît? Il est là, celui qui lève la main. C'est celui qui vous a lu. Il a pris tous les documents qui existaient, qui parlaient des Scots. Toutes les analyses, que ce soit universitaire, que ce soit documentation grise, on a essayé de comprendre, à partir de cette lecture, qui étaient les Scots. Et premier constat, il y a très peu de choses qui sont écrites sur les Scots. Contrairement à d'autres objets qui vous ressemblent, très vite on a dit, on a essayé de vous qualifier. On a dit vous êtes un OPNI. Comme on pourrait parler d'un OVNI, vous êtes un objet public non identifié ou objet politique non identifié. C'est-à-dire qu'il y a dans la définition des Scots quelque chose d'hybride absolument incompréhensible, par exemple, vu de l'étranger. Mais il y en a plusieurs en France, des produits comme ça. Les parcs naturels régionaux, ce sont des OPNI. Les dispositifs de la politique de la ville, ce sont des OPNI. C'est-à-dire que ce sont des choses qui n'ont pas d'équivalent à l'étranger. Mais nous, ce qui nous a interpellés, c'est que, d'une part, vous êtes des OPNI, mais vous êtes des OPNI qu'on n'étudie pas, dont on ne parle pas, qui ont peut-être un rôle, qui ont peut-être une fonction, mais qui sont très peu mis en scène, mis en texte. Vous avez un statut curieux. Vous êtes des extraterrestres, mais vous êtes des extraterrestres qui ne hantent ni ne font rêver. Et c'est ça qu'on va débattre pendant ces 2 jours. Parce que nous, on a été faire l'enquête après, et vous auriez de quoi hanter et faire rêver. Et d'ailleurs, vous allez hanter et faire rêver dans les années à venir. Mais il n'y a aucun signe extérieur qui permet de saisir l'objet. Ce qui ressort du début des enquêtes, quand on est entré, c'est les Scots, c'est lent, c'est laborieux, c'est ingrat, c'est un travail souterrain, c'est un travail discret, c'est un travail dans l'humilité, enfin on verra tout. Moi je pense qu'en tant que chercheur en sciences politiques, qu'il faut se méfier des apparences et qu'on peut avoir tous ces éléments qui nous annoncent finalement un objet discret et peu influent, et derrière une très grosse influence. Et donc il faut aller plus loin. On a essayé de mettre des mots, d'autres mots sur ce que vous êtes dans la première étude. Tout de suite on a dit c'est des déclencheurs au moins, des déclencheurs d'intercommunalité. Historiquement, avant même, on a essayé de vous dater sur le plan familial, votre parenté, et vous le verrez dans le rapport qu'on vous a remis, on vous êtes qualifié de rejetons des schémas directeurs. Et dans ce terme de rejetons des schémas directeurs, il y a déjà un indice intéressant. Vous n'êtes pas les enfants, vous êtes des rejetons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paternité affichée, affiliée. On ne parle jamais des schémas directeurs, on ne parle pas beaucoup de la grande planification des années 60-70 dans vos cercles, en tous les cas vous ne l'affichez pas. C'est discret. Donc il y a un problème d'identité qui est posé au départ. Et nous, on a cherché des mots. Donc déclencheur, mais très vite on s'est aperçu que ça ne marchait pas si bien. Ça a eu marché. Vous avez été des déclencheurs d'intercommunalité, c'est-à-dire que vous avez joué un rôle très important dans la construction des intercommunautés en France. Mais très vite, on est plutôt allé vers le thème amortisseur. Amortisseur presque au sens technique, quand un amortisseur qui prend les coups, qui absorbe. Et Martin Vanier lui a dit que vous étiez une pièce de fatigue. Et j'aimais bien l'expression. On monte dans l'industrie, dans le technique. La pièce de fatigue, elle a un rôle très discret mais essentiel, et elle dure très longtemps. La pièce de fatigue, on ne la voit pas, on ne la connaît pas bien, mais elle est indispensable dans la machine. Alors, j'en profite pour présenter donc Martin Vanier. Pour moi, après Benoît Dugas dans l'équipe, c'est l'homme qui vous a compris. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a collé au Scott et qui a été de l'intérieur comprendre comment vous parliez. Je vous présenterai les autres membres de l'équipe au fur et à mesure. Et c'est lui qui a eu cette belle expression de la pièce de fatigue. Et on s'est dit, pour avancer, il faut qu'on fasse un peu de psychologie de groupe et de psychothérapie individuelle. On a été vous voir individuellement et on a organisé des tables rondes. Et c'est ça le résultat de l'enquête, c'est beaucoup de discussions avec vous, en tête à tête ou par groupe, pour essayer de faire sortir des éléments. Pour essayer de comprendre, parce que pour moi c'est ça le mystère et c'est le débat de ces 2 jours, comment autant d'intensité, autant de puissance de réflexion et d'action en interne se voit si peu sur la scène extérieure. Alors est-ce qu'il faut continuer à être comme ça, être un acteur très très discret dans le jeu mais influent, ou est-ce que vous êtes menacé si vous continuez comme ça? Et en tant que chercheur en sciences politiques, ça sera ma conclusion,
on ne peut pas toujours être dans l'ombre quand on fait de la politique. Et la politique, c'est aussi l'affichage, et vous avez un problème d'affichage. Donc moi, je vous entraînerai sur ce terrain de comment on s'affiche, comment on existe sur le terrain politique. Il faut mettre des mots. Et c'est l'idée du récit. Nous, pour aller très vite, vous le verrez dans le rapport, hein, notre recherche, on essaie de vous mettre à découvert. C'est le terme qui a été utilisé, la mise à découvert des Scots. Pour moi, il y a 3 pépites, 3 choses évidentes qui sautent aux yeux quand on va à l'intérieur de ce que vous faites. Vous êtes une vigie, vous faites de l'impulsion et vous défendez l'intérêt général. Alors c'est des grands mots, mais vous allez voir. Vous êtes une vigie, vous êtes des acteurs de vigilance. Mine de rien, les Scots ont traversé les années 2000 en étant toujours là, avec toutes les modifications de la décentralisation, toutes les évolutions, toutes les étapes. Et vous avez toujours été là pour dire qu'il y a certaines règles sur lesquelles on ne touche pas. Vous avez un cadre réglementaire très important et vous avez toujours tenu tout le mécano. Il y a beaucoup d'acteurs dans la décentralisation, il n'y en a aucun qui sont au cœur du jeu comme vous l'êtes. Pour moi, vous avez fait un exercice de vigilance et quand on entend vos diagnostics, on sent des acteurs qui ont une hauteur de vue sur les évolutions de la décentralisation. La deuxième idée très forte, c'est que vous faites de l'impulsion. Vous faites de l'impulsion par moment, vous faites de l'impulsion sur des thématiques, sur la question de la densité, sur la question d'étalement, sur la question de l'environnement, de l'écologie. Donc vous êtes dans les projets, pas toujours, pas dans toutes les périodes de votre vie, mais vous êtes un acteur qui propose des choses nouvelles, un acteur qui peut être innovant. Et nous, on a essayé d'aller pointer les lieux d'innovation dans ce jeu très complexe. Et puis la troisième idée, la troisième pépite, c'est que vous êtes, sans le dire, vous êtes des agents de l'État. Alors pas de l'État au sens où vous êtes fonctionnaire de l'État, mais au sens où vous avez une philosophie de l'action publique qui ressemble à la philosophie de l'action publique de l'État sur la défense de l'intérêt général. C'est d'ailleurs un mot qui est souvent revenu, il sera dans le verbatim. Alors il y a des verbatims qui circulent. Moi j'aimais bien le verbatim sur l'idée alors voilà, vous êtes des travailleurs de l'ombre, des agents. J'ai le sentiment d'être un agent de l'État, mais un agent autrement. Et il faudra discuter de cet autrement. Et puis vous avancez souvent l'idée que vous êtes des travailleurs de l'ombre. C'est dans la discrétion. Alors, ce qu'on aimerait nous débattre pendant ces 2 jours, c'est d'une transformation qui est en cours et qui va peut-être s'amplifier sur l'idée, alors on cherchait des mots, hein, c'est le mot tigre de papier qu'on a retenu. Les Scots sont des tigres de papier. Alors je vous rappelle, les tigres de papier, c'est Mao le premier qui avait utilisé cette expression en parlant de Chiang Kai-shek et des États-Unis en 1956, pour dire que derrière un animal qui paraissait très très puissant, avec une force extraordinaire, il n'y avait que du papier, des accords, et que ça ne tiendrait pas l'épreuve de l'action. Et d'une certaine façon, moi je suis entré dans cette recherche avec cette idée, en disant les Scots, c'est en effet des tigres. Quand on voit la puissance réglementaire qu'il y a dans ces documents, elle est quasi révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle peut imposer énormément de choses, mais ce sont des tigres de papier, c'est-à-dire qu'on peut mettre le document dans un tiroir, on peut fermer le tiroir et passer à autre chose, parfois sans trop de problèmes. Et il nous semble que vous êtes dans une période, alors c'est pas toujours vrai, mais vous êtes dans une période où le tigre de papier va sortir de sa cage réglementaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas être seulement, vous êtes de moins en moins que dans le règlement, vous êtes dans autre chose, et à partir du moment où vous devenez un vrai tigre, moi je fais l'hypothèse en tant que chercheur en sciences politiques, que vous devez avoir un discours, le tigre ne peut pas être masqué, vous devez avoir un discours, ça peut être un tigre peut-être qui aura, comme on l'a dit dans une expression, une main de velours, dans un gant d'acier, mais une main de velours, mais vous devez plus vous raconter qui vous êtes. Ça sera les temps qui ont été décrits par le président de ces débats. On va vous emmener sur la question de la boussole. Il faut que vous ayez une boussole et que vous racontiez qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez, c'est-à-dire que vous montrez que vous changez, parce que les Scots changent beaucoup, et surtout, quelles sont vos différences entre vous. Vous ne pouvez pas vous contenter de plaider la diversité, il faut raconter ce qui vous rassemble et ce qui vous différencie de façon plus explicite. L'exercice n'est pas fait de notre point de vue. Donc il faudra faire un temps sur la boussole, on fera des exercices, vous verrez dans le document que c'est très concret là. On a quatre pôles sur lesquels les Scots se différencient et il faut qu'ils discutent entre eux sur cette boussole. On fera un exercice sur le grand chambardement. On est dans une période de très grande transformation territoriale. Je ne vais pas entrer dans ce débat longtemps, mais il me semble que vous avez un mot à dire sur votre place quand tout bouge. Et vous êtes particulièrement bien placé pour réfléchir au tremblement et d'une certaine façon, si on file l'idée de qui êtes-vous, pour moi, qui êtes-vous, c'est pourquoi vous existez. Pour exister, donc, il faut se situer, c'est la boussole. Il faut résister. Il y a un grand chambardement. Il faut que vous racontiez comment vous résistez à ce grand chambardement. Résister, ça ne veut pas dire se bloquer, ça veut dire rester dans le jeu.
Il faut aussi que vous vous projetiez sur l'avenir, ça sera l'âge 2, hein, c'est un autre débat. Il faut absolument que les Scots commencent à penser ce qu'ils deviendront à l'avenir, quitte à disparaître. Hein. Ça a été évoqué souvent. Il faut évoquer explicitement l'hypothèse de Scots qui disparaissent du jeu, qui soient remplacés par d'autres formules ou qui n'aient plus leur rôle. Et puis dernier point, ça sera le temps de demain matin, il faut dialoguer, mais vous le faites déjà beaucoup, c'est-à-dire que vous avez des partenaires, et pour exister, il faut être dans un dialogue avec des partenaires où on sait qui vous êtes et où vous êtes. Alors, moi, ce que je vous propose pour cette matinée, c'est de faire une mise en récit, c'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels il faut que vous parliez plus. Responsable politique, responsable technique, que vous nous en disiez plus. Moi, je trouve que vous n'en disiez pas assez sur vos passions. Vous ne dites pas assez pourquoi vous faites des Scots, pourquoi vous êtes dans le Scot et pourquoi vous y restez, pourquoi il se passe des choses si intéressantes. C'est pas qu'il n'y ait pas de passion, mais il n'y a pas d'expression sur les passions. Et moi, je fais là aussi l'hypothèse dans mes recherches qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à connecter la question des émotions avec la question politique, on peut sortir du jeu politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le storytelling, de raconter sa vie, qu'il faut être dans l'émotionnel à tout prix. Mais moi, il me semble que vous avez certaines émotions fortes qui font que vous faites des Scots, qui doivent être énoncées. Vous avez des choses essentielles à défendre. Et selon les territoires, ce ne sont pas les mêmes. Selon qu'on est rural, périurbain ou urbain, on raconte pas, on vibre pas pour les mêmes raisons pour défendre ce bizarre document d'aménagement d'urbanisme. Donc, il y a des passions à exprimer. Et moi, ces passions, elles nous permettent de mieux comprendre pourquoi, ça a été un peu évoqué, c'est un point central dans les Scots, vous parlez plus de confiance que de puissance. Souvent, on se dit, mais pourquoi les Scots s'affichent si peu? Et en fait, vous répondez, mais nous, on n'est pas dans le jeu, on n'est pas dans ce jeu-là, on n'est pas dans le jeu de la souveraineté, de la puissance, du rapport de force, on est dans le jeu de la confiance, qui est un jeu plus discret. Mais moi, je pense qu'il faut expliciter aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, il faut faire un récit sur la confiance. C'est un atout. C'est pas seulement un atout en interne, c'est un atout par rapport aux autres. C'est de montrer que vous ne fonctionnez pas exactement comme fonctionne le jeu politique classique. En tous les cas, vous avez un type de règle que vous descendez. Il faut aller plus loin dans ce domaine. Il faut le raconter. Le deuxième défi, moi je trouve qu'il faut que vous parliez plus de votre rôle de médiateur. Vous faites des passerelles en permanence. Vous êtes dans la médiation, l'hypermédiation. Vous êtes à la croisée tout. Et vous l'énoncez pas suffisamment, la médiation avec le privé, la médiation avec les autres collectivités, avec l'État, avec l'Europe, avec les usagers énervés. On n'entend pas suffisamment ce rôle, ce travail de passerelle. Il y a les passions, il y a les passerelles. Et notamment, vous avez énormément de choses à nous dire sur la dialectique rural-urbain. On est tous d'accord que le clivage rural-urbain, il faut le dépasser, il est dépassé, mais il faut raconter ce dépassement. Moi, il me semble qu'une des grosses crises des métropoles aujourd'hui, c'est qu'elles n'arrivent pas à parler autrement que sur des clichés, sur ce que serait une métropole, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est la métropolisation. La métropolisation, c'est la ruralisation aujourd'hui. Enfin, c'est un jeu très fort avec le rural, avec l'environnement. Et vous êtes très très bien passé, me semble-t-il, quel que soit votre Scot, pour nous dire des choses sur cette dialectique rural-urbain. Et puis le troisième point, il faut que vous fassiez des promesses. En politique, on fait des promesses. Moi, je prends les promesses très au sérieux. Les promesses, c'est pas du tout la langue de bois et ce qui fait que la politique ne fonctionne pas. Pour moi, les promesses, c'est le cœur de la politique. Je vous donne un seul exemple que tout le monde a en tête, c'est Obama quand il est élu. Il est élu sur des promesses, il est élu sur une nouvelle vision du monde. Il y a des millions d'acteurs sur Terre qui ont repéré dans ce moment-là, quand il a été élu, des promesses pour faire autrement de la politique. Alors après, la politique fait ce qu'elle peut, mais pour moi, les promesses sont aussi importantes que la suite. Et vous ne formulez pas de promesses. Et il me semble que vous avez de quoi formuler des promesses importantes. Pour moi, c'est évident, c'est sur la question de la solidarité. Solidarité sociale, solidarité environnementale. Sur ces deux sujets, les Scots ont un rôle capital. Solidarité sociale, vous n'en parlez pas assez. Ça, c'est un diagnostic, je vous interpellerai là-dessus, mais il me semble qu'un Scot travaille à la solidarité sociale de façon complexe et subtile, mais c'est dans la crise que nous traversons aujourd'hui, où il y a des fractures, le Scot est un élément de réponse par la solidarité sociale. Et solidarité environnementale, vous l'utilisez plus. Techniquement, c'est plus facile à mobiliser. Martin, j'ai presque fini. Je vais terminer là-dessus. Moi, ce qui m'a intrigué dans notre dialogue, je suis heureux que le président ait dit que les chercheurs étaient venus pour chercher, puis on s'est un peu cherché à un moment. Moi, j'ai été un peu impertinent, en tous les cas, souvent limite agressif, en disant arrêtez de nous parler technique, parlez-nous politique. Je n'ai aucun souci, et je pense que c'est un des bilans de notre étude, sur le plan technique, les Scots, que ce soit les élus, que ce soit les professionnels, que ce soit les partenaires, maîtrisent une panel d'outils, de professionnalité, de ressources absolument extraordinaires. Il leur manque juste un peu d'argent pour avoir plus de monde pour faire leur boulot, mais ils ont une puissance de frappe extraordinaire. Moi, mon problème, c'est la politique.
Comment vous entrez dans le jeu politique avec ce tigre de papier? Et j'ai toujours tiré le terrain là-dessus. J'ai même dit il faut que la fédération fasse de la politique. Et la fédération des Scots, elle est pour moi, comme les autres grandes associations nationales d'élus ou de professionnels du développement territorial, elle a un jeu à jouer. Alors vous le jouez, hein, vous rencontrez les ministres, vous êtes dans tous les tournois, mais vous n'êtes pas visible. Et moi, je fais le pari, mais c'est un débat qui est ouvert, hein, on a ce débat avec les géographes, avec les sociologues, avec les juristes. Moi, je fais le pari qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de la politique si on n'est pas visible, c'est-à-dire si on ne joue pas une carte officielle. Et pour jouer cette carte, il faut prendre des risques avec les mots, il faut produire du récit. Le récit, c'est du symbole. Le récit, c'est pas de la technique. Le récit, c'est une fonction symbolique. Il y a un autre verbatim que j'ai beaucoup aimé. Ah bah, il est là, superbe. Le Scott, c'est Monsieur Carnaval qu'on brûle en place publique de temps en temps. C'est tout à fait ça. Vous êtes Monsieur Carnaval. Vous êtes un objet peut-être transitionnel, hein, si on est sur la psychanalyse, qui permet à un collectif parfois d'avancer, de s'exprimer. On ne prend pas très au sérieux. Hein, quand on brûle Monsieur Carnaval, tout le monde rigole, puis ça se fait qu'une fois par an. Et en même temps, il a une fonction essentielle. Si vous étiez déjà juste Monsieur Carnaval, vraiment, et qu'on vous brûlait régulièrement, on aurait fait un grand pas. Il me semble qu'il faut que symboliquement et émotivement, on ait envie de se saisir des Scots et de discuter sur les Scots. En disant non, on n'est pas du tout d'accord, oui, voilà la voie. Je trouve qu'il y a une défaillance. Et je terminerai sur ce que vous attendez des experts, parce que je trouve que là aussi, il faut vous interpeller. On a tendance à attendre des experts qui nous donnent des solutions. Et je trouve que l'aménagement du territoire et la planification, là c'est une petite guéguerre entre spécialistes, hein, par rapport. Elle s'est trop confiée aux géographes et aux économistes en pensant qu'elle aurait son salut avec des nouvelles façons de penser les grands schémas nationaux et européens. Et il y a eu des gourous, hein, il y en a encore, des gourous qui pensent l'aménagement, la planification, la citoyenneté. Et bon, en tant que politiste déconstructiviste, je pense qu'il faut se méfier des gourous et qu'il faut les tenir à distance. C'est vous, les gourous. On a eu ce dialogue souvent avec la fédération, même sur le récit, mais j'étais pas d'accord pour qu'on écrive le récit. Je disais, le récit, c'est à vous de l'écrire, c'est à vous de le prendre, c'est à vous de dire si vous avez envie de vous afficher. C'est pas à nous de faire du storytelling, parce qu'on peut, un bon romancier peut faire quelque chose. Le langage a une fonction magique, mais elle n'a de sens que si c'est une fonction authentique. Il y a beaucoup de travaux passionnants sur à partir de quel moment les mots font effet. Moi, je trouve qu'on est dans une période, avec Nuit debout, avec les grèves, on est dans une période où les mots sont complètement démagnétisés. Ils ont une perte de sens, ils sont trop généreux et trop généraux, et ils ont une perte de sens, on ne peut plus les saisir. Et il faut revenir à des mots qui font sens. Voilà, on a 2 jours pour lancer ce grand débat. Et alors, pour finir, parce que je n'ai pas mis tous les acteurs, on a 2 autres ressources qui sont dans la salle. D'une part, Manon Loisel, qui est celle qui a été vous écouter, qui a été sur le terrain capter et qui a pris cette température et qui interviendra, j'espère, pendant ces 2 jours, qui fait partie de ce jeu pour vous montrer, on veut vous renvoyer quelque chose, on ne veut pas vous dire quelque chose, on veut jouer un jeu de miroir même. Et puis la dernière personne qui est juste à côté, Emmanuel Négrier, c'est un politiste, et alors lui, il va vous révéler, c'est le défi, il ne parle qu'à la fin, en tous les cas il parle à la fin, il a le droit de parler avant, mais il parle à la fin. C'est le psychanalyste en chef, ça sera le lacanien de la séance. Il va dire comment, à partir des mots qui ont été déversés pendant 2 jours, il comprend un peu mieux l'identité, il comprend un peu mieux qui vous êtes. Et c'est un exercice qui nous semble indispensable. Il faut que vous jouiez maintenant la carte de l'extérieur, il faut que vous mettiez ce miroir, même s'il est sévère. Moi, je plaide on a tous plaidé, la fédération a plaidé, pour qu'il n'y ait pas de complaisance et qu'on se dise des choses, y compris désagréables. Dans une grande famille, il faut s'en dire aussi. Et donc, c'est Emmanuel qui nous renverra ce message demain en fin de rencontre. C'est la technique de une gifle, une caresse. Tu connais ? Non, c'est ton retour du Japon qui amène ce yin et ce yang. Bon, il dit à la fois des choses très généreuses, il rend beaucoup d'hommages, d'autres où on se dit c'est très injuste, vous n'êtes pas des extraterrestres, enfin, vous êtes les 2 pieds dedans, le terrestre, le terrain.
J'étais censé le challenger un petit peu pour voilà, cette histoire de récit, d'où ça vient, qu'est-ce que ça... Bon, ça a été suffisamment décrit et on le refera peut-être un peu plus tard. Par exemple, finalement, si ce récit a une fonction magique et authentique, où le vois-tu bien produit et porté dans cette sphère d'action qui est la nôtre, dans laquelle il y a les Scots, mais tous les autres, comme tu l'as dit, qui produit bien du récit. Mais on va pas rentrer en dialogue tous les deux là-dessus. Et on va demander à nos présidents et présidentes de plonger. Alors, c'est vrai qu'en fait, je ne sais pas si ça se voit de loin, mais à part ceux qui sont d'une décontraction on va dire, permanente, ils sont un peu tendus parce qu'on leur a dit « vous ne préparez rien, vous n'avez droit à aucun PowerPoint et aucune présentation toute faite ». Et d'ailleurs, on n'a pas répondu au téléphone, on s'est rendu inaccessible, etc. Donc ils viennent jusqu'au bout, ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent dire. Donc je conçois que c'est un jeu plus ou moins pervers de notre part. Mais quand même, voilà, qu'est-ce qu'on a à dire? Eh ben, on a à réagir à tout ce que Alain Faure vient de balancer, qui couvre la totalité des sujets que nous devons entreprendre, et le faire du point de vue qui est celui de chacun d'entre vous, de vos territoires, de votre expérience, de vos émotions, de votre passion, en tant que personne, j'insiste, en tant que personne, on a le droit, et puis évidemment en tant que représentant territorial, qui, comme il a été dit dans un des verbatim qu'on n'a pas repris, travaille dans l'ombre et prend la lumière. Parce que vous êtes dans les Scots, bien sûr, mais évidemment, pour être dans les Scots, il faut d'abord avoir été élu quelque part, dans un territoire où peut-être les codes ne sont pas tout à fait les mêmes quand on est maire, président d'une communauté ou davantage encore, élu parlementaire. Voilà, on est sur d'autres registres. Alors, Madame Sélignan, excusez-moi, mais c'est des règles de bienséance qui sont ça. Puis ils sont aussi le plaisir que j'ai à chaque fois de vous retrouver. Ça fait une bonne dizaine d'années que je vous écoute. Donc vous êtes présidente d'un Scot tout à fait exemplaire, on le verra plus loin, de ce que représente la moyenne générale de ces genres de territoires, bien mélangés, bien urbain, rural, etc. Vous avez une longue expérience, vous n'êtes pas la seule, il y a beaucoup de présidents ici qui sont tout à fait... mais vous avez quand même une expérience tout à fait conséquente. Moi, j'aimerais que vous nous parliez de votre identité, de cette fameuse identité dont Alain dit qu'elle n'est pas suffisamment explicite, construite, racontée, portée, affichée, etc. J'aimerais que vous nous disiez si les mots qu'il a proposés sont bien les vôtres. Je vous les rappelle rapidement: confiance, médiation, peut-être même hypermédiation, promesse. Je voudrais que vous nous disiez de quoi vous vous sentez ou pas le rejeton. Pas très confortable, mais bon, peut-être, voilà. Bref, voilà, que vous jouiez avec une des entrées de votre choix. Il y aura plusieurs moments, on y reviendra, mais que ce discours qui vous a été proposé ne vous laisse pas indifférente et que vous me disiez ce que vous entendez, ce en quoi il vous fait bouger un peu ou ce qui ne vous retient pas dans ce qui a été proposé et que vous estimez, parce qu'il ne sait pas tout non plus, hein, et d'ailleurs sur les Scots il ne savait absolument rien il y a un an, donc, et de ce que vous estimez décalé, inapproprié. À vous. Tout d'abord, je précise que le Scott Bugey-Côtière-Plaine-de-Lin, Bucopa, se situe près de l'aéroport de Saint-Exupéry. C'est un point de repère pour... J'ai bien apprécié cette entrée en matière, parler des personnes, de leurs passions, de leurs émotions. Finalement, pourquoi on est président de Scott, pourquoi cette démarche nous passionne. Parce que j'ai toujours le sentiment que les Scots doivent être portés. D'ailleurs, on est reconnu par nos partenaires dès lors qu'ils ont le sentiment que l'on porte un Scot, que ce ne soit pas quelque chose de mou, ou qu'on soit là pas par hasard, mais voilà, comme tremplin, autre chose, etc. Qu'on porte et qu'il soit incarné quelque part. Donc, quand on dit incarné, c'est bien avoir des passions et des émotions. C'est une entrée en matière et un angle de vue qui est intéressant. Alors, je crois que, pour ma part, si je suis passionnée par ce que je fais, c'est effectivement dans ce qui me passionne, c'est de rechercher, c'est effectivement l'intérêt général, et surtout de rechercher les équilibres de territoire. Moi, je reviens toujours aux fondamentaux, c'est à la définition du code de l'urbanisme. Le SCOT a été créé pour rechercher les équilibres de territoire. Lorsqu'on écrit dans notre SCOT, qui a un couloir économique très dynamique, mais avec des communautés de communes, des territoires à l'arrière, plus en retrait des dynamiques économiques. Quand on dit que ces territoires-là
doivent trouver leur pleine inscription, plus en retrait des dynamiques économiques, doivent trouver leur pleine inscription dans le territoire, c'est-à-dire que la dynamique économique doit profiter, doit résonner sur des territoires qui sont en décélération. Ça m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est le cœur de la planification, même auparavant, de l'État. C'est bien que le développement puisse profiter à tout le monde et qu'on puisse. Ça sert à quoi d'avoir des locomotives si derrière il y a des détachements? Ça donne pas une force à un pays. Et c'est toujours, je crois que si on a réussi quelque chose, on n'est encore pas un SCOT de projet, ça c'est certain, bien qu'on essaye de créer les conditions pour que cela se fasse. Mais en revanche, là où on peut s'attribuer quelques points, c'est-à-dire que ces territoires plus en retrait ont trouvé, grâce au SCOT, une scène où ils sont visibles, où ils peuvent s'exprimer. Et franchement, ça a beaucoup fait avancer les mentalités. Parce qu'on peut être maire d'une petite commune, il n'y a pas de petits maires, il n'y a que des petites communes. Et il y a des gens très intéressants et ils acquièrent une visibilité, donc ils rentrent dans la négociation. Et je crois qu'en matière pour la recomposition des périmètres des intercommunalités, Monsieur le Préfet s'est quand même bien inspiré du SCOT. On voit que, en ce qui nous concerne, on a eu une influence à ce point de vue. Donc voilà quelle est ma passion, si on peut dire. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on se mouille un peu pour rentrer peut-être dans le champ politique. Et ça, c'est vrai qu'on est encore, enfin pour ma part, un peu sur la défensive. Très bien, merci beaucoup. Sans trahir ce que vous avez dit, moi j'ai trouvé ça super. Je me sens un peu comme un agent de l'État. Et puis vous avez laissé trois petits points et vous avez dit quand même un agent autrement. C'était à Lyon quand on est venu. Bon, oui, je vous en prie. Oui, c'est vrai que j'ai eu le sentiment passer une période d'être un peu le bras armé de l'État, un peu l'agent de l'État dans le côté réglementaire, et on passe à autre chose aujourd'hui, et heureusement. C'est vrai que j'ai eu le sentiment qu'il y avait une certaine frustration des services de l'État d'une planification antérieure, parce qu'ils poussaient les SCOT à être de plus en plus précis, d'être de plus en plus rigides, alors que c'est pas du tout, je crois qu'on va à l'échec en voulant trop en faire, tout embrasser, aller jusqu'à des précisions assez rigides dans l'urbanisme. Et que je crois que là, on passerait à côté de la mission et de l'efficacité qu'on peut avoir en tant qu'outil SCOT. On va revenir bien sûr sur ces choses-là, notamment en fin d'après-midi, quand on va se réinterroger sur les évolutions du SCOT, oui. Oui, alors en effet, je suis un non-spécialiste total de ces questions, donc je peux dire des choses qui n'auront pas sens, mais si j'ai bien compris, dans les arbitrages qui ont été faits sur les nouveaux découpages intercommunaux, 40% des SCOT ont été impactés très fortement, c'est-à-dire ils sont déstructurés par le nouveau découpage. Autrement dit, peut-être qu'il y a une ligne qui pourrait être discutée entre les SCOT qui sont arrivés à être en complicité avec l'État, en tous les cas qui sont arrivés à trouver les termes, à anticiper le débat et à le construire en commun, et les SCOT qui se sont trouvés devant le fait accompli, donc leur médiation n'a pas joué dans les multiples arbitrages que vous connaissez bien. Je trouve que c'est une ligne intéressante, parce que là, pour moi, c'est de la politique. Le fait d'être en symbiose ou pas avec l'État, c'est un élément politique très très fort, très structurant, quoi, qui nous dit un rapport de force. Voilà, on n'a pas prévu de séquence sur ce débat-là, les SCOT et l'État, mais je pense qu'il va traverser beaucoup de nos moments. Jean-François Husson. Je ne sais pas si c'est encore le SCOT le plus grand de France, mais enfin en tout cas, on a beaucoup dit ça du SCOT du Sud 54. Ça l'est toujours ou... Oui, c'est toujours le plus vaste. 476 communes. Tout à fait. Et donc du coup, d'ailleurs, il a un peu anticipé l'extension des mailles qui a traversé la France, parce qu'on ne pouvait quand même pas vous bousculer de ce point de vue-là. Qu'est-ce que, dans ce qui a été livré, vous qui nous connaissez bien, parce que vous nous avez suivis, vous êtes même celui des membres du bureau de la Fédération qui est venu assister au séminaire de chercheurs avant l'été dernier. On a beaucoup apprécié que vous soyez parmi nous, donc vous nous avez fabriqué notre petite machine de réflexion et de mise en problématique. Qu'est-ce que maintenant on est un peu arrivé, quoi, nous on a dit ce qu'on a entendu, on a livré, il vient de faire ce topo sur le grand récit, sa nécessité, ses contenus, mais je ne l'écrirai pas, finalement on l'a quand même écrit, hein, mais enfin bon. Voilà. Qu'est-ce que vous en retenez, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous prenez pas? Parce que il a même avoué son agressivité de temps en temps, donc il faut quand même que vous
exprimiez jusqu'où ne pas aller trop loin dans certaines de ces appréciations. Moi, je me souviens qu'on avait passé effectivement un bon moment, mais je me souviens plus du tout de ce que j'avais dit. Parce que c'est tellement évolutif que, je dis pas que parfois on se contredit, mais le discours évolue. Globalement, je me retrouve dans tout, sauf il y a un terme où je me retrouve pas du tout, c'est le rejeton de quelque chose. Alors c'est peut-être lié à la taille, parce qu'un rejeton de 476 communes sur 594 que compte le département, bon. C'est un beau bébé. Oui, c'est un gros bébé. En nombre d'intercos, juste pour celles et ceux qui... Donc, nous, on a une singularité dans le département. C'est d'abord, le département a une forme singulière puisqu'il ressemble à une oie. Et en fait, il y a bientôt 10 ans, on a coupé le département, la totalité du département est couvert par 2 SCOT, donc on est biscotte. Wow. Je l'avais faite en 2004. Oui, c'est facile. Docteur Lacan, la biscotte, à mon avis... Et loi à laquelle on a coupé la tête. Il y a un filon, il y a des filons, là, c'est bon. Bon, et en fait, si vous voulez, on est passé de 30 intercos à 29, puis en 2011 à 20, et en 2017, nous serons 14 intercommunalités. Par contre, l'État s'est jamais occupé, 2 préfets différents, il s'est mis à côté de tous les travaux du SCOT. Donc, pour tout vous dire, je vous donne mon sentiment, c'est pas exceptionnel, la carte intercommunale, puisqu'on est parti, en gros, on bouge pas le périmètre, sauf s'il y a des demandes. Si bien que entre la copie écrite par la main du préfet en octobre et puis celle qui est sortie, il s'est contredit lui aussi. Donc, vous voyez que finalement... ça n'empêche pas les choses d'avancer. En même temps, c'est un peu dommage, parce que là où je retrouve souvent d'ailleurs le SCOT, je me souviens très bien au début, ça passe pour un outil technique, un truc qui ne sert à rien, qui va être compliqué, où il n'y a que des coups à prendre. Et j'avais effectivement retenu l'année dernière de Rouen, c'est plutôt l'inverse, on est plutôt très punchy, fier, on explique c'est tous des récits différents, c'est des familles différentes, c'est des histoires différentes. C'est en fait des identités différentes. Et puisqu'on parle d'identité, nous, ce que révèle en tous les cas l'exercice du SCOT dans sa partie sud, c'est qu'on revient un peu à l'histoire, c'est-à-dire que ça a révélé l'identité de l'ancien département qui était celui de la Meurthe, qui était donc le sud de la Meurthe et Moselle aujourd'hui, duquel a été retiré à l'époque du traité de Francfort en 1870. La partie est et donc de la Meurthe et donc la partie sud de la Moselle aujourd'hui. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est un territoire, je dirais, très structuré et très homogène. Et puis enfin, peut-être pour dire que, parce que la singularité, je vais mêler un peu de personnel parce que moi je suis un élu plutôt affectif, donc quand vous dites passion, envie, je dirais je m'y retrouve bien. Effectivement, quand on a dès le départ, il fallait trouver qui pourrait animer, présider, et les choix s'est fait dans un équipe droite-gauche avec des gens non gradés. Donc avec derrière 2 mentors, un de chaque côté, de poids comparables, de physique comparable, d'influence comparable. Voilà, après vous irez voir dans les manuels, voilà, dans ce qui reste. Non, malheureusement, il y en a un qui est décédé, c'est accidentellement le président l'ancien président du Conseil général, Michel Dinet. Et la singularité à l'époque, c'est que quand j'ai pris la présidence, j'étais son opposant en chef dans le département. Et en fait, c'est peut-être à la fois ces relations complexes, mais où on a mis l'intelligence des uns et des autres, les réflexions au-dessus, qui finalement a permis de transcender les choses. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, on est parti, comme tout le monde, d'un outil de planif, et on est peut-être, je suis toujours très prudent, parce que entre les choses trappes et puis la sincérité de l'engagement, on est peut-être à l'aube de la naissance d'un pôle métropolitain ouvert au département et à la région sur quelques thématiques et opérationnelles. C'est vous dire que pour un obscur objet du désir, on va peut-être avoir une belle réalisation concrète qui serait quand même peut-être une préfiguration. J'ai retenu, je l'ai mis dans mon petit
Qu'est-ce qu'il l'a dit? C'est le maire qui a dit, en fait, on est un peu des préfigurateurs des territoires de demain. Enfin, c'est pas le mot exact, mais... Incubateur. Incubateur. Et là, je m'y retrouve vraiment, puisque on a une obligation, parce que la singularité, l'originalité du SCOT, c'est quoi? On n'a aucun moyen de pression. Si on embête les gens, on voit bien ce que ça fait, les élus vous virent, ils changent, ils sont rétifs. On n'a pas de moyen de pression, donc on ne peut que par le dialogue, l'écoute, travailler, retravailler, corriger, faire progresser les choses. Quand vous êtes président ou présidente ou maire, vous négociez, si tu me laisses tranquille ici, ta subvention là, tu l'auras, enfin, etc. Là, on n'a rien à offrir. Que de la bonne volonté, il faut construire, il faut convaincre, et il faut mettre, vous l'avez dit à la fin, il faut mettre l'intérêt supérieur du territoire, donc ça dépasse nos petites ou grandes personnes. L'objectif, c'est de montrer ce qui fait sens pour le territoire. Et aujourd'hui, à la fois dans la compétition, et notamment, moi je me méfie, hein, on est sur le point, nous, moi qui suis élu à Nancy, au Grand Nancy, qui de communauté urbaine va passer en métropole au 1er juillet, vous imaginez qu'on passe métropole, en même temps on veut faire un pôle métropolitain, il faut résister à l'appétit, le risque d'une métropole qui expliquerait qu'elle est un peu toute puissante et puis qu'on va penser pour les voisins. Et moi qui suis élu dans la métropole, je suis à la fois, je ne sais pas si c'est yin et yang, mais je veux absolument construire l'équilibre. On est arrivé à le faire, la preuve c'est que, je le disais, on va peut-être arriver à faire ce pôle métropolitain. Il y a quand même juste une règle incontournable, c'est 100% doivent être volontaires pour le faire. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment le travail de fond qui est uniquement celui-ci qui peut nous permettre de réussir. Merci. On reviendra à la question second couteau, premier couteau et prestance dans la politique, enfin la façon de s'afficher m'intéresse beaucoup. J'étais au Japon en effet pendant 5 mois et j'étudiais les élus locaux, vos pairs, mais à Tokyo et Osaka. Et très vite, je me suis aperçu que le langage n'était pas un signe distinctif du pouvoir. C'est-à-dire que c'est pas par le langage que les élus signifiaient leur pouvoir, c'était par leur façon d'être. Et du coup, j'ai dû travailler la façon d'être, d'incarner, la façon de se présenter, la façon d'envoyer des signaux, d'être dans le symbolique. Et il me semble que il ne faut pas juste prendre ça en souriant. Il y a une vraie symbolique des comportements dans le pouvoir, quel que soit d'ailleurs le type de comportement, qui est très intéressante à décrypter. Et je pense que les Scots qui sont au cœur de ce jeu, ils ont une position presque physique dans le Scot à jouer. Et je trouve qu'on s'est fait un peu abuser, notamment au début de l'étude, toujours, oh, nous on est modeste, vous savez, nous on est en Ligue 2 ou on est en Pro D2, vous savez, les premiers. Et je pense pas du tout. Moi je pense que vous êtes en première division ou en Pro A, vous êtes dans le cœur, même vous êtes dans les mêlées, mais avec un jeu subtil. Peut-être que vous n'êtes pas des joueurs, mais vous êtes le ballon, je sais pas, enfin, vous n'êtes pas forcément, mais vous êtes dans le jeu, quoi. J'ajouterais, parce qu'effectivement, le récit, je l'ai fait à ma façon, les seconds couteaux sont quand même pour un devenu député, pour l'autre devenu sénateur. Donc il y a quand même un chemin. Ça, non, ouais. Alors, on va enchaîner. Alain Péréa, Grand Narbonne. On continue. Vous aussi, vous nous avez suivis, accompagnés. Enfin, on a eu des débats. Je me souviens au départ quand on est venu vous présenter notre projet. Donc vous avez suivi cet itinéraire. Comment vous réagissez à cet exercice de psychanalyse collective qu'on vous a imposé? Sur le divan. On aurait dû vous allonger. Alors, plusieurs choses. D'abord, effectivement, en termes de préparation, moi j'ai su ce matin que je serais sur le divan. Donc effectivement, tout à l'heure en arrivant, donc effectivement, j'ai rien préparé. Je voudrais revenir sur deux et trois, puisque vous venez de l'ouvrir la porte là. D'abord en termes de visibilité, cette fédération, à l'origine, c'était que des techniciens. Et très rapidement, l'ensemble des acteurs se sont clairement posé la question de donner plus de visibilité à cette association. Et donc, c'était à Dijon, je crois, et je vois la collègue du SCOT de Dijon, nous avons lancé cette fédération en y faisant entrer des élus pour donner plus de visibilité. Donc nous sommes vraiment dans cette logique-là. Et le président, non mais c'est bon, c'était. Et le président
l'a bien compris en termes de visibilité, mais c'est une petite boutade, puisqu'il a pris 2 vice-présidents, mon ami Pascal et moi-même, on fait plus de 110 kilos. Donc quand il se promène avec nous, en termes de visibilité, il a du mal à passer, il a du mal à passer inaperçu. C'est dit maintenant. Je voudrais revenir sur la notion, de manière beaucoup plus sérieuse, sur la notion de carnaval, et de Monsieur Carnaval que l'on brûle une fois par an. Donc cette symbolique de Monsieur Carnaval me paraît importante, parce qu'en fait on le juge et on le brûle, et en termes de management, il devient ce que l'on appelle l'intégrateur négatif. L'intégrateur négatif, pour ceux qui n'ont pas fait de management, c'est celui qui réunit tout le monde, non pas autour de lui, comme pourrait l'être l'intégrateur ou le grand gourou, hein, comme pour reprendre votre terme, mais celui qui réunit tout le monde contre lui. Et donc on fait la fête, hein, tous ensemble, quelles que soient nos idées, nos envies et autres. On fait la fête parce qu'on brûle Monsieur Carnaval, et on est tous d'accord au moins sur une chose, c'est qu'on est contre lui. Et quand on parle d'intégrateur négatif, l'exemple que l'on donne le plus souvent, pour des sports, souvent des sports collectifs, et surtout chez nous en rugby, c'est l'arbitre. L'arbitre est l'intégrateur négatif par excellence. Donc vous avez fait un match qui était pourri, vous rentrez dans les vestiaires, vous commencez à vous engueuler les uns et les autres, c'est ta faute, c'est toi, t'as fait ci, t'as fait mi. Et puis, à un moment donné, il y en a un qui a eu l'idée géniale de dire « l'arbitre, il nous a pas aidé quand même. Hein. » Voilà. Et là, c'est parti. C'est plus la faute à l'entraîneur, c'est plus la faute aux joueurs, c'est plus la faute aux avants, aux trois quarts, c'est la faute à l'arbitre. Et du coup, ça nous permet, nous aussi en rugby, de partir sur une troisième mi-temps, et plus la troisième mi-temps avance, plus l'arbitre a été mauvais, et nous avons été excellents. Et donc, vous posez la question. Vous posez la question de qu'est-ce que nous pourrions être, les Scots. Et je m'interroge de plus en plus, et surtout en vous écoutant, là, si en fait on n'est pas des arbitres territoriaux. Et tout comme dans un match, quel que soit le sport, on ne parle de l'arbitre que quand il a été mauvais. On ne parle jamais de l'arbitre quand il y a eu un grand match et un bon match. Là, c'est la grâce aux entraîneurs, c'est grâce aux joueurs qui sont des magiciens, faites tout ce que vous voulez. Et quand l'arbitre a été mauvais, et il y a plein d'exemples, je ne vais pas faire trop long, à ce moment-là, on parle de lui. Mais dans des grands matchs, on ne parle jamais du bon match de l'arbitre. Et donc, je me pose la question si on n'est pas un petit peu comme ça. C'est-à-dire, on ne parle de nous que quand le SCOT est bloquant sur un projet, quand le SCOT pose problème et qu'il faut le modifier dans l'urgence, parce qu'il y a 10 ans, on n'avait pas prévu que l'entreprise viendrait s'installer ici. Et tout le reste du temps, tout ce que l'on fait de manière positive, c'est grâce au président de la communauté d'agglomération, c'est grâce au président de la CCI, qui, homme génial, avait prévu qu'à cet endroit-là, on mettrait une gare TGV. Voilà, sauf qu'il n'avait rien prévu du tout si c'était pas nous, derrière, qui avions... voilà. Donc sur cette position d'arbitre, moi je me sens plus arbitre que ballon, même si je peux être rond. Et ça c'est pour le lacanien aussi. Hein. Et donc derrière, je crois que c'est autour de cette question-là. Est-ce qu'on partage cette notion d'arbitre territorial, d'autant plus que ce sont des règles, le SCOT, ce sont des règles que l'on fixe collectivement, enfin que l'on est censé fixer collectivement sur le territoire. Et puis après, nous, structures, on est là pour les faire appliquer. Donc on est vraiment dans cette symbolique de l'arbitre. Et derrière se pose une question que nous devrons peut-être débattre autour de ces 2 jours. C'est est-ce qu'un arbitre doit être en pleine lumière ou pas? Et est-ce qu'on doit rester dans cette position d'arbitre pour tout autant que l'on partage cette notion? Voilà ce que je peux dire en réaction à votre propos introductif. Bon, ça prouve en tout cas que si on appelle la mise en récit, il y en a qui sont à l'aise dans la capacité à fabriquer du magique authentique. Peut-être parce que c'est la pratique rugbystique qui les y amène, mais enfin, voilà. À partir du moment où vous partagez des supports de ce qu'il peut vous raconter, les uns un peu savants, l'intégrateur négatif, bon, je ne connaissais pas, moi j'ai jamais fait de management, et alors les autres qui parlent à tous les Français, effectivement, l'arbitre invisible ou au contraire. Et ben, je pense qu'il y a ce chemin, parmi ce que tu as mis sur la table, Alain, peut-être me manquait un peu cette capacité du récit
à faire que s'enchaîne d'une façon qu'on peut raconter ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Ce qui fait, par conséquent, de mon point de vue, le schéma qu'on appellera un récit. Et cette capacité de vous, d'autres acteurs, à constamment refaire le chemin de avant, maintenant, demain, est une valeur politique en soi, parce que c'est ce qui, effectivement, permet de partager une compréhension. Tu réfléchiras à ce... Bon, alors, c'était bon si tu voulais. En tout cas, Christian Calvet, merci beaucoup d'avoir patienté. Vous allez rester, on va ensuite travailler les trajectoires. Mais est-ce que je suis, comment dire, pas très... Est-ce que je ne facilite pas suffisamment le passage de parole en disant, vous êtes un peu à Brest, au pays de Brest, au pôle métropolitain pays de Brest, un peu les bons élèves. Enfin, en tout cas, on est venu vous voir comme tel, et je dois avouer que je suis un peu reparti avec cette conviction que vous aviez un peu tout compris, peut-être parce que vous vous êtes tapé la tête il y a 20 ans aux questions que nous rencontrons ailleurs en France maintenant, questions de recomposition, de pacification territoriale, de preuves d'amour, comme disait Stéphane Bois dans un des entretiens, entre la métropole de Brest et ses territoires ruraux, etc. Mais en tout cas, vous avez fabriqué tout un chemin qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus qu'un Scott, vous allez nous raconter ça, et d'une certaine façon, la question de l'identité, ce qui est quand même pas une petite question quand on est en Bretagne, n'a pas l'air de vous travailler tant que ça. Mais bon, en somme, ma difficulté pour vous lancer, c'est de vous dire que qu'est-ce que les gens de Brest peuvent raconter autre que le bonheur de faire ce qu'ils font. Mais ouh là là. C'est un enjeu difficile que de répondre. C'est vrai qu'on a on a des atouts pour un Scott du pays de Brest. D'abord parce que, pour celles et ceux qui connaissent cette région, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'ouest, c'est la mer. Et donc la question des limites territoriales et de savoir si telle commune va être dans tel Scott ou dans tel autre, on ne se la pose que sur la petite partie est de notre territoire. On a aussi, par rapport à ce qui a été évoqué, un relatif équilibre entre la métropole brestoise, un peu plus de 200 000 habitants, et puis le reste du pays de Brest, un peu moins de 200 000. C'est-à-dire, personne ne peut jouer ni l'impérialiste ou bien considérer que les autres sont quantité négligeable. On a aussi, depuis maintenant 20 ans, et on le doit aux différents maires et présidents de métropole de Brest, l'habitude de travailler ensemble, quelles que soient les couleurs politiques des uns et des autres, et puis un sentiment très fort, mais qui est sans doute partagé, mais peut-être encore plus fort qu'ailleurs, c'est que rien ne nous sera jamais donné. Tout ce qu'on aura, il faudra le conquérir, ce qui explique que sur des thèmes comme récemment le projet de fusion du CMB Arkea, il y a 20 000 personnes qui viennent en disant on ne veut pas de cette fusion qui est proposée par le reste du Crédit Mutuel, ou bien qu'il y a aussi des manifestations paysannes sans doute encore plus violentes qu'ailleurs. Donc voilà, ça c'est cet esprit. Alors le Scott est venu, je dirais là-dessus, de manière un peu assez naturelle. En même temps, il ne faudrait pas idéaliser. En 2014, lorsque le premier Scott, qui avait été approuvé en 2011, la question s'est posée de réviser le Scott, en tout cas de prendre en charge ce Scott. Eh ben, tous les présidents des 6 intercos, qui vont être bientôt 5, ça c'est un autre atout, c'est qu'il n'y aura qu'une commune qui va quitter le pays de Brest, sont allés voir le président de Brest Métropole en disant « Écoute, ça a été un Brestois, le vice-président en charge du Scott, on veut que ce soit un rural. » Donc voilà, l'impérialisme brestois, on le vit systématiquement, et je pense que ça se vit dès qu'il y a une métropole importante. Les pays voisins sont aujourd'hui, les intercos voisines se disent toute la richesse dans la métropole, nous uniquement le résidentiel, et même il faut, puisque à peu près toutes les villes, les grandes villes perdent aujourd'hui de la population, que leurs élus revendiquent un meilleur équilibre, donc comment on gère tout ça ?
Moi, j'ai envie de dire que j'ai une ambition qui est relativement modeste, mais que je partage sans doute avec mes collègues. Aujourd'hui, je suis assez d'accord pour reconnaître que le SCOT, il a un peu mauvaise presse. J'ai pas pour ambition de le rendre désirable, même pas aimable, mais d'en faire peut-être un passage obligé. Et ça, j'ai deux exemples. Le dernier SCOT, j'ai envie de dire, on avait gommé un peu toutes les aspérités parce que l'objectif principal, c'était le consensus, l'unanimité, c'était important. Voilà. Sachant que le DOO, enfin le DOG qui est devenu DOO, il est approuvé par des élus au 3e degré, dans un comité syndical. Alors pour les maires, ils disent on a élu des conseillers dans les communautés de communes ou les communautés d'agglo, et c'est eux-mêmes qui élisent des représentants, quelle est leur légitimité? Ça pose un vrai problème. Sur le Pays de Brest, on a eu 2 points récemment qui ont fait prendre le SCOT au sérieux. Le premier, ça fait 4 ou 5 mois, le tribunal administratif de Rennes, qui sur un recours d'une association environnementale, a annulé le PLU d'une commune en disant Monsieur le maire, votre PLU, il n'est pas conforme au SCOT. C'est quoi? Comment ça se fait? Donc c'est quelque chose d'important. Le SCOT, et donc un PLU doit se conformer au SCOT. Ça, c'est le premier point qui rend le SCOT pas très marrant. Le point opposé, c'est aussi le résultat de quelque chose de négatif. Nous, sur nos 88 communes, on a 48 qui sont concernées par la loi littorale, avec une extrême rigueur dans les possibilités de construire. On pourrait même parler d'une rigidité, construire des habitations, et notamment depuis 1 ou 2 ans, des décisions des cours administratives d'appel et du Conseil d'État d'interdire ce qu'on appelle les constructions dans les dents creuses, c'est-à-dire là où il y a des hameaux ou des villages, enfin on appelle ça des hameaux, même si la sémantique conduirait sans doute à une analyse un peu plus fine. Jusque-là, voilà, on densifiait au moins les hameaux par rapport aux espaces proches du rivage, à la bande des 100 mètres, à un certain nombre de rigueurs que les maires des communes littorales connaissent. Et là, notamment le rapporteur public du Conseil d'État, mais aussi les cours administratives d'appel de Nantes et de Marseille notamment, ont dit, écoutez, la loi littorale, on reconnaît qu'elle est rigide, on reconnaît qu'elle est trop rigide. Mais vous avez les SCOT. Si vous faites un bon SCOT, et même le terme interpréter, infléchir la loi littorale dans vos secteurs, eh ben nous les juges, on est prêt à considérer que la loi littorale, c'est pas la même chose en Corse, sur la Côte d'Azur, en Vendée, sur le nord de la France et puis dans le Finistère. Et donc, à vous de faire ce travail, un travail assez sérieux pour ne pas que, en disant tout est possible partout, le SCOT va être balayé au premier recours, mais un SCOT qui permettra au PLU, au PLUI, puisqu'on va tous vers les PLUI, d'interpréter, d'infléchir et donc d'adapter. Et c'est un peu le discours qu'on a auprès des intercommunalités, de dire le SCOT, c'est pas simplement des contraintes imposées de l'extérieur, on ne sait pas trop, parce que c'est vrai que l'État n'est pas très très présent actuellement, mais par des bureaux d'études, des technocrates, des agences d'urbanisme qui imposent à des élus assez incompétents un certain nombre de choses. Il faut que ce soit un projet de territoire réel pour les 10 ou 20 ans, mais aussi quelque chose qui adapte une législation à votre situation particulière. Donc moi, c'est un peu comme ça que je le vois. On va jamais porter les SCOT au pinacle. En même temps, je trouve que c'est absolument passionnant de se projeter, même si quand on regarde en 2015, qu'est-ce qu'on avait prévu en 84 ? En 95, on se dit, zut, on s'est vraiment trompé à cette époque-là, il vaut mieux tout oublier, repartir à zéro. Voilà. Merci. On va avancer dans la séance en faisant boule de neige avec tout ce qui a été dit. On ne reprend pas, on n'ouvre pas le dialogue, mais on va le reprendre. Moi j'aimerais retenir pour Emmanuel Lacan qui est avec nous quelques idées. On a d'abord entendu une mère porteuse. Vous voyez le jeu de mots, il y a de la gestation dans l'air, mais ça m'intéresse beaucoup l'idée que c'est de l'incarnation le SCOT, parce que c'est de l'incarnation, mais c'est de l'incarnation discrète.
mais c'est possible, un Scott n'est possible que s'il y a de l'incarnation. Donc il y a un jeu subtil. On a entendu un Scott sur des enjeux avec un menu avec des biscottes et beaucoup de sentiments. Il y a l'idée des sentiments qui seraient très présents mais qu'on n'affiche jamais, ça m'intéresse aussi beaucoup. Moi je pense, je sors de mon périple japonais pour finir un petit bouquin qui s'appelle Les élus locaux sur le divan, et où j'essaye de montrer que l'engagement politique, c'est d'abord des blessures, et c'est d'abord des moments de fracture qui font qu'on a envie de faire de la politique. Et je suis très sensible à l'idée que la face émotionnelle, qu'on passe son temps à masquer, hein, et elle est importante. Et j'avais été au Japon pour ça, parce qu'au Japon, quand vous rencontrez un élu pendant 1 heure, il ne bouge pas d'un cil. Il parle d'un ton monocorde, il n'exprime aucun sentiment, aucune émotion. Et plus il est important dans le mécano politique, moins il n'exprime Mais ça ne veut pas dire, quand on discute un peu en grattant, qu'on ne voit pas des émotions extrêmement puissantes, mais complètement contenues. Donc la question des sentiments, il faudrait y revenir. Ensuite, on a eu un pilier, je dirais pilier droit ou pilier gauche? Je dis pilier droit. Pilier droit. Et qui nous a montré qu'on a un système d'amour et de haine et de respect et de détestation de l'arbitre. Et j'aime bien votre débat sur l'arbitre parce que il est central. Je ne crois pas que vous ayez les moyens d'être des arbitres. Faudra qu'on ouvre le débat. Mais par contre, que vous avez à voir avec une fonction arbitrale, c'est bien vu. Ça nous dit, parce que c'est complexe le dialogue avec l'arbitre. C'est vraiment quelqu'un qui joue. Et puis enfin, toujours pour les mots, le dernier intervenant nous a dit que la mère était rassurante. Je vais un peu vite, hein, mais bon, je ne pouvais pas laisser passer ça. Donc on ne parle pas que du père, hein, mais on peut parler du rapport à la mère, et là, qui permet au Scott de grandir ou pas. On va continuer. Moi, je voudrais vous dire avant un mot sur les récits, parce qu'on a été un peu vite. Je vous conseille une lecture. On va faire un peu de littérature. Il y a 6 mois, Laurent Binet a sorti un bouquin qui s'appelle La 7e fonction du langage, sous-titré Qui a tué Roland Barthes. Et c'est un roman très drôle qui se passe dans les années 80 suite au décès de Roland Barthes, le célèbre sémiologue qui est passé sous une camionnette. Il y a une enquête de police qui est menée parce qu'en fait c'est un meurtre. Pourquoi ? Parce que Roland Barthes détenait peut-être la 7e fonction du langage. Et c'était quoi la 7e fonction du langage sur le plan théorique, dans la théorie linguistique qu'avait écrite Jacobson, grand théoricien? C'est la fonction du langage politique. C'est-à-dire que le langage politique est magique. Il y a une magie dans le langage politique, et si on détient la formule magique du langage politique, on peut faire des choses incroyables. Et on peut être élu président des États-Unis plus tard, on peut bousculer, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette fonction magique. Alors le bouquin est absolument délirant et très drôle, mais il raconte des choses passionnantes sur le pouvoir des mots. Et moi, je suis persuadé qu'il faut revenir à cette question du pouvoir des mots. Roland Barthes, il a beaucoup théorisé. Il était dans la période des années 70-80, où on était dans les grandes idéologies et où ça cognait lourd chez les intellectuels. C'est-à-dire qu'il fallait se positionner par rapport au Vietnam, par rapport aux grands débats. Et Roland Barthes, il n'arrêtait pas de dire... Moi, je ne suis pas là-dedans. Alors, on s'est beaucoup moqué de lui en disant il n'est pas politique, c'est un grand bourgeois qui fait juste de l'intellectualisme. Il disait non, la démocratie, elle doit s'exprimer aussi par les émotions, les passions qui se vivent localement. Et il disait, moi je veux bien qu'on engage un débat sur la politique, mais à partir des mots du quotidien qui permettent de parler politique. Et il se démarquait, hein, il avait été en Chine avec tous les intellectuels, et il était revenu, et dans l'avion, quand on lui avait dit alors la Chine, au moment où tout le monde s'enflammait, il avait dit... Chez Air France, les plateaux repas sont pas bons. Alors ça avait fait un semi-scandale sur le type qui se désintéresse, et c'était un message pour dire on n'a rien vu. Quand on va en Chine en intellectuel et qu'on essaye de regarder, on ne voit que des façades, que des grands discours, que de l'idéologie. Et lui disait moi j'ai besoin d'entrer à l'intérieur, ce qu'il a fait au Japon d'ailleurs, j'ai besoin d'entrer à l'intérieur et de voir les mots de l'intérieur. Et moi ce qui me semble très difficile dans votre exercice, c'est que les mots de l'intérieur ne sont pas les mêmes selon les territoires. C'est une étude, on avait fait une étude comparée, vous savez, on s'est amusé juste à observer des conseils municipaux. On met une caméra et on regarde comment on parle dans un conseil municipal. On pourrait faire la même chose dans un conseil de Scott. Eh bien, selon l'endroit où on se trouve sur le territoire, on n'utilise pas les mêmes mots, pas la même gestuelle, on ne s'insulte pas de la même façon. Parfois on ne s'insulte pas du tout, parfois on passe son temps à s'insulter, etc. Et ces mots-là, moi il me semble qu'il faut leur prêter beaucoup plus d'attention qu'on ne leur prête. C'est un des éléments qui fait que le changement... est possible. Alors, excuse-moi, hein, j'ai fait une diversion, Martin. Roland Barthes, quel Scott. Mais je vous... je vous tends une perche. D'ailleurs, il faut inviter des romanciers pour travailler sur votre territoire. Je trouve que les romanciers disent des choses sur les territoires qui, tout d'un coup, nous sautent au visage. Il faut des créatifs. Alors, Martin, je te repasse la main parce que on est maître du temps aussi dans cette affaire. Hein, donc, tout à fait, ensemble. Prends les clés.
trajectoire de Scott. Alors, puisque donc, si les mots sont importants, mais que vous n'avez pas tous les mêmes, faisons un petit détour par les images, peut-être, et les figures, celle-là, page 12.